Bienvenue dans cette troisième vidéo sur le monophasé. Dans cette vidéo, on va parler d'impédance complexe. Donc voilà, on va essayer de définir un petit peu ce que c'est, essayer de voir un petit peu calculer les premières impédances complexes pour les éléments élémentaires, passifs élémentaires. Et puis après, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe pour des circuits plus complexes avec plusieurs éléments qui composent le circuit. Euh, donc les prérequis pour pouvoir suivre un petit peu cette vidéo, donc c'est principalement déjà la vidéo précédente sur les notations complexes et puis voilà, une bonne maîtrise des complexes, connaître aussi les dérivés des fonctions exponentielles, on va en avoir besoin. Alors on essaye ici de faire une généralisation de la loi d'Ohm. Alors ici la loi d'Ohm pour un régime général, donc c'est U de t égale à grand R fois I de t. Hein, R la valeur de la résistance, U la tension aux bornes de la résistance et I le courant qui traverse cette résistance. Et donc on voudrait essayer de faire ça donc, dans des circuits alternatifs sinusoïdaux, mais généralisés à des résistances, des inductances et des condensateurs. Donc l'idée, ça serait donc d'avoir un espèce d'équivalent à cette loi d'Ohm, mais pour des dipôles. Alors ici, je vais écrire un dipôle, voilà, quelconque, alimenté par une tension. Alors je vais la noter tout de suite, U de T complexe traversé par un courant I de T complexe. Donc ici, on est bien en alternative sinusoïdale. Hein. Le U de T est un signal alternatif sinusoïdal. Et si le dipôle est linéaire, hein, ça sera le cas dans toute cette vidéo, le courant sera alors aussi, lui, alternatif sinusoïdal de même pulsation. Et donc, nous, ce qu'on aimerait essayer de faire, c'est de définir une impédance complexe. Donc, ça serait de trouver une relation de ce type-là. Alors, ici, je ne vais pas utiliser R, puisque R, c'est la notation de la résistance. Et donc, on utilise la lettre Z soulignée, parce que ça, on verra que ce sera un complexe. Pas toujours, mais ça sera un complexe. Et donc, voilà. Voilà à quoi correspond l'impédance d'un circuit en régime alternatif sinusoïdal. Alors, on va essayer de le faire pour le premier exemple, enfin la première impédance complexe qu'on va essayer de calculer. Vous allez voir, ça va être très simple. C'est pour la résistance. Donc ici, c'est déjà écrit. Hein, vous voyez, quand je passe cette expression-là dans le domaine complexe, bon, bah, je me retrouve avec U de t égale à R I de t complexe. Hein. Bon, bah, voilà, hein, c'est QFD. Ça veut dire que ZR, l'impédance complexe d'une résistance, eh bien, c'est R. Alors là où ça va se compliquer, c'est donc dans le cas d'une inductance. Donc là, cette fois-ci, donc si je prends le schéma, voilà, on va essayer d'appliquer donc ici une tension U de t complexe traversée par un courant I de t complexe. Alors en temporel, hein, on a bien U de t qui est égal à L dI de t sur dt. Donc il va falloir faire une dérivée temporelle du courant pour obtenir le résultat. Et donc moi j'aimerais bien trouver ici l'impédance complexe de l'inductance dite ZL. Alors, euh, alors je vais le faire dans un premier temps dans le domaine temporel pour essayer de se retrouver avec une expression temporelle qui va pouvoir être exploitable en complexe pour pouvoir après définir le complexe. Alors, je vais définir ici que U de t ça va être égal à U racine de 2 sinus oméga t plus phi u. I de t, ça va être égal à I racine de 2 sinus oméga t plus phi i. Voilà. Et donc l'idée, c'est de partir soit de I, soit de U, et de déterminer les éléments caractéristiques de l'autre. Alors ici, j'ai une dérivée temporelle du courant. Je vais préférer faire la dérivée du courant plutôt que d'essayer de faire l'intégrale de la tension. Ça va être un petit peu plus... voilà, c'est pas aussi évident. Donc ici, ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de calculer U de t. Voilà, et donc c'est la dérivée par rapport au temps de grand I racine de 2 sinus oméga t plus phi i. Donc dérivée des fonctions trigo. Donc on va retrouver quoi? On va retrouver L I racine de 2. Et donc la dérivée du sinus, alors sinus, alors si on parle mathématique, hein, sinus a fois x plus b.
hein, c'est une fonction affine à l'intérieur d'un sinus. Donc il faut faire sortir la constante qui est devant le t, donc on va se retrouver ici avec oméga. La dérivée du sinus, c'est le cosinus, et l'intérieur ne change pas, plus phi i. Voilà, ça c'est bien L. Voilà un petit peu. Bon, alors c'est pas super évident parce que moi je voudrais associer ça à la notation de U qui est ici, hein, U racine de 2 sinus oméga t plus phi. Donc ça veut dire que là c'est écrit en cosinus. Moi ça m'arrange pas plus que ça. Donc ici on va se retrouver. Alors si on fait une petite transformation trigo, moi je veux transformer le cosinus pardon, en sinus, bon, bah, c'est oméga t plus phi i. Alors c'est plus ou moins pi sur 2, hein, ça je vous laisse le loisir de tracer un cercle trigo et d'essayer de justifier ce que je viens d'écrire là. Donc c'est bien plus pi sur 2. Voilà. Et donc si je remets ça un petit peu en forme, je vais me retrouver avec L oméga i racine de 2, sinus, alors j'en fais exprès de faire comme ça, oméga t plus phi i plus pi sur 2. Voilà. Donc j'en ai fait exprès. Ici, ça va nous permettre d'identifier le u. Et ici, ça va nous permettre d'identifier le phi u. Alors, si on repasse cette expression de la tension en notation complexe, d'accord ? Donc on va se retrouver avec L oméga i, donc U de t complexe, hein, égale à L oméga i racine de 2 exponentielle j oméga t plus phi i plus pi sur 2. Voilà. Alors moi j'ai envie de faire un petit truc, vous allez voir. C'est juste une petite manip. Donc ici le plus pi sur 2, hein, je vais le séparer en exponentielle. Donc je vais obtenir L oméga i racine de 2 exponentielle j oméga t plus phi i fois exponentielle j pi sur 2. Alors pour les mathématiciens que vous êtes, vous avez normalement ici tout de suite reconnu j. Donc je me retrouve avec du j L oméga, voilà, i racine de 2 exponentielle j oméga t plus phi i. Et là, pour les plus attentifs, eh bien ça, c'est i de t complexe. Alors regardez bien ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient d'écrire que u de t complexe, c'est égal à jl oméga i de t complexe. Donc ça y est, CQFD, ce qu'on vient de faire, c'est que on vient de trouver l'impédance complexe ZL qui est égale à JL oméga. Alors, petite parenthèse, hein, on peut la noter sous la forme sous la forme polaire, hein, matricielle, comme je l'ai en ligne, hein, comme je l'ai défini dans la vidéo précédente. Donc le module, ça serait L oméga, et l'argument ici, ça serait pi sur 2. Alors, on aurait pu aller un petit peu plus vite. J'aurais peut-être... Non, je voulais vous faire voir ça comme ça. On n'aurait pas dû commencer par la version plus rapide, mais je vais quand même vous faire voir la version plus rapide parce qu'on va l'appliquer après, juste après. Donc ici, si on prend l'expression donc u de t égale à L di sur dt, en fait cette expression elle est aussi valable en complexe. D'accord ? Et donc ici, je peux écrire que le complexe, donc le u de t ici, ça va être L fois la dérivée par rapport au temps de grand I racine de 2 exponentielle j oméga t plus phi i. Et donc voilà, je me retrouve avec la dérivée d'une exponentielle d'une fonction. Donc voilà, juste pour rappel, donc la dérivée de exponentielle u, c'est bien u' exponentielle u. Donc voilà, donc ici je vais avoir L facteur de i racine de 2, et il faut que je fasse la dérivée, attention, dérivée temporelle, on n'est pas en maths, il n'y a pas de x, etc. Donc la dérivée temporelle de l'exponentielle, etc., etc.
Donc ici, c'est J oméga T plus J phi I. Si je dérive ça par rapport au temps, donc il y a juste le coefficient J oméga qui va rester. Donc ici, je vais mettre J oméga et je reprends l'exponentielle J oméga T plus phi I. Voilà, et alors là, comme par magie, c'est déjà quasiment terminé, puisque je peux écrire que c'est J L oméga, I racine de 2, j'ai juste réorganisé les termes, hein, exponentielle J oméga T plus phi I, et voilà, c'est terminé, on vient de redémontrer, là, en 1, 2, 3 lignes, que ZL, c'était JL oméga. Bon voilà, précédemment, si on remonte un petit peu, il y avait un tout petit peu plus de job pour obtenir ce résultat. Bon, en temporel, voilà, il y avait les fonctions trigo, tout ça, c'était pas aussi fluide. Voilà, donc ça c'était la deuxième méthode, celle qui est un petit peu plus rapide, vous me l'accorderez. Je vous avais dit hein, dans la vidéo précédente que les notations complexes aller en alternative sinusoïdale nous simplifier la vie. Donc si on ne les utilise pas, eh ben forcément on ne se simplifie pas la vie. Mais là on voit bien qu'on s'est simplifié la vie. Donc je synthétise. Donc pour une inductance L, voilà, on va avoir une tension d'alimentation U de T, un courant qui traverse I de T, eh bien on a ZL qui va être égal à JL oméga, ou si on l'écrit en ligne, hein, L oméga pi sur 2. Bon, je vous propose de passer au condensateur, mais alors cette fois-ci, je vous propose de ne pas parler de temporel, mais de tout de suite l'écrire en complexe. Donc c'est I de T complexe qui va être égal à C D de U de T complexe sur dt. Alors bien sûr, hein, comme tout à l'heure, donc la tension est alternative, sinusoïdale de pulsation oméga, le courant aussi, avec un déphasage différent et une amplitude différente. Et donc, bon, bah, si j'écris ça, il ne va pas y avoir de grande surprise. Donc ça va être la dérivée par rapport au temps de grand U racine de 2 exponentielle J oméga T plus phi U. Je vais essayer de le refaire en 3 lignes. Donc ici, ça va être CU racine de 2, je sors le J oméga exponentielle J oméga T plus phi U. Et donc ça, on va retrouver, alors il va me falloir une quatrième ligne. On va retrouver quoi? On va retrouver que c'est JC oméga, grand U racine de 2 exponentielle J oméga T plus phi U. Donc ici, on est d'accord qu'on retrouve le U. Alors attention, hein, si on revient tout en haut, l'impédance complexe est bien définie comme étant U égale à Z fois I. Et pas ici, I égale à quelque chose fois U. Donc il va falloir remettre ça en forme. Donc j'ai bien U de T complexe qui va être égal à 1 sur JC oméga I de T complexe. Et donc voilà, ça y est, on a réussi. ZC complexe est égal à 1 sur JC oméga. Et si je l'écris en ligne, donc vous allez avoir ici un module en 1 sur C oméga et un argument, pour ceux qui maîtrisent un peu les complexes, ça va aller vite, moins pi sur 2. Donc voilà pour les trois impédances complexes de base, hein, R, L et C, qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc je vais rajouter une page, ok. Donc si on veut essayer de continuer, si on veut essayer de regarder pour les associations d'impédances. En fait, si je prends deux impédances Z1 et Z2, alors je sais pas, hein, ça peut être une inductance, un condensateur, enfin chacune peut être indépendante. Les lois d'association des résistances que l'on connaît pour les résistances, en fait elles s'appliquent de manière identique pour les impédances. Et c'est ça qui va être grandement pratique.
Donc ici, si on a deux impédances en série, on va se retrouver avec une impédance équivalente qui va être égale à Z1 plus Z2. Voilà. Et puis, si on a deux impédances en parallèle, donc ça va être équivalent à une impédance unique. Donc ici, on va avoir Z1, Z2 sur Z1 plus Z2. Voilà, alors c'est l'inverse des impédances, la somme des inverses des impédances qui est égale à l'inverse de l'impédance équivalente. Voilà, donc en fait, quand on a un circuit composé de plusieurs dipôles type RLC, on va s'en sortir comme ça. Voilà. Et alors, le gros avantage, hein, c'est que là, finalement, quand on a des circuits un peu composés de plein d'éléments, si on raisonne en temporel, on va se retrouver avec des équations différentielles dans tous les sens. Là, en fait, quand on regarde un petit peu, on va se retrouver avec des termes en JC oméga, enfin, on va avoir des multiplications par des termes de type JC oméga. Alors, petite remarque par rapport à cette démonstration. Donc, vous voyez bien que ici, je n'ai utilisé que la notation entre guillemets physique des signaux alternatifs sinusoïdaux en complexe. J'ai utilisé la notation complète. En effet, ici, on voit qu'on fait une dérivée par rapport au temps d'un signal qui dépend du temps. Donc on le voit ici, on le voit, pardon, hop, un petit peu plus haut. On le voit ici, là, la dérivée d'un signal qui dépend du temps. Et puis dans la version complexe, on voit ici aussi qu'on fait une dérivée d'un signal qui dépend du temps. Eh bien, je vous avais dit que la notation des électriciens avec, voilà, on prenait juste le module comme étant la valeur efficace et l'argument comme étant le déphasage. Eh bien, si on utilise cette notation, ça ne marche pas du tout. Donc voilà, cette notation, elle est valable une fois qu'on a démontré ça. C'est-à-dire que maintenant, je peux écrire que U complexe égale à ZI complexe. Ça va s'appliquer, ça va fonctionner si on fait les calculs avec la version ELEC, à condition de maîtriser et d'avoir déjà démontré, de connaître l'impédance complexe. On ne peut pas démontrer l'impédance complexe avec cette notation. Par contre, on peut utiliser cette notation une fois qu'on connaît l'impédance complexe. Voilà, j'en ai terminé avec les complexes en monophasé. J'espère que ce petit parallèle entre la dérivée dans le temporel et la dérivée dans le complexe pour essayer de démontrer les expressions des impédances complexes vous aura été utile. Il me reste une dernière vidéo sur les diagrammes de Fresnel à faire sur le monophasé. Vous la retrouverez très bientôt sur la chaîne.